Bonjour. Je vais vous présenter aujourd'hui Apache Flink dans le contexte du streaming en général. Donc c'est une introduction et au streaming et à Flink. Donc, plus près? C'est bon là? Ok. Donc juste rapidement, je me présente et après on démarre. Tu m'entends pas bien? D'accord. Tu veux que j'enlève mes- D'accord, merci. Donc, je suis Tug Dual ou Tug. Je travaille chez Mapper comme technical evangelist et auparavant, j'ai travaillé dans différentes sociétés, toujours autour de la donnée, MongoDB, Couchbase, Exo, Oracle. Alors Oracle, j'étais plus sur le middleware, mais malgré tout, j'avais travaillé beaucoup sur la base. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Mapper est une plateforme Big Data qui vous permet de stocker tout type d'informations dans un système de fichiers distribués, d'une base NoSQL. Du côté streaming, le stockage et des événements que vous allez envoyer et sur lesquels vous allez pouvoir vous abonner. Et vous voyez au-dessus de la couche rouge, il y a les API d'accès. HDFS pour les gens qui veulent faire de la Hadoop, POSIX, NFS si vous voulez accéder au système de fichiers en direct, HBase, JSON API pour une base orientée documents et Kafka. Et alors, je ne vais pas beaucoup parler de Kafka aujourd'hui, mais dans le contexte du streaming, il faut envoyer des événements, créer des événements, et Kafka est une des API les plus utilisées. C'est dans ce contexte-là, d'ailleurs, la plupart du temps, que je travaille avec Flink. Alors quand je dis je travaille, mon métier, c'est de faire des démonstrations. D'accord? On n'a pas nécessairement tous les mêmes objectifs. Et la particularité, en fait, c'est toute la couche rouge qui est le stockage, c'est la propriété intellectuelle de Mapper. Et au-dessus, pour développer les applications, vous utilisez ce que vous voulez, qui sait parler avec les API qui sont décrites, ou les protocoles qui sont décrits au-dessus. Donc notamment tout l'écosystème Hadoop. C'est très utilisé en fait quand on fait des migrations de distribution Hadoop vers Mapper. Spark, Drill pour faire du SQL, moteur de recherche, des applications. Et donc dans ce contexte-là, ça c'est les composants que Mapper supporte officiellement, mais on peut rajouter des composants de l'écosystème open source, notamment Flink, qui va pouvoir tourner sur le cluster Mapper et publier ou consommer des événements qui viennent par exemple de MapperStream par l'API Kafka. Donc le premier point qui est important, c'est de définir ce qu'est le streaming ou la technologie de streaming. Donc une façon de le voir, c'est que on va essayer de faire du traitement continu sur des données qui arrivent continuellement. J'enfonce des portes ouvertes là, mais c'est un point qui est vraiment clé, c'est que on le voit de plus en plus, je vais prendre quelques exemples, les applications qui génèrent des événements tout le temps. Et je ne parle pas de données, je parle bien d'événements, et on veut pouvoir réagir dessus. Une autre façon de définir le streaming, c'est qu'un stream, c'est un flux continu de données qui viennent dans le système. Et qu'on va consommer un par un ou par un batch, un ensemble d'événements en fonction des besoins. Alors, un point important sur le côté streaming pour les architectures, les applications que vous allez les créer, c'est une grosse partie qui va être autour de découpler l'application, le service qui va générer de la donnée et du service qui va avoir besoin de consommer cette information. Alors j'ai fait une architecture très très simple là où en fait les applications sauvent soit dans la même base de données et on échange avec des flux, des ETL si on a besoin pour transformer, mais l'application est fortement liée à la base de données qui est fortement liée à l'application B, etc. Quand on travaille avec des flux d'informations, une partie très applicative, on peut voir tout ce qui va être microservices, avoir deux services qui communiquent entre eux par le biais d'événements ou de messages. Mais c'est aussi globalement, lorsque vous allez travailler sur partager de la donnée entre plusieurs applications, vous avez votre application web qui génère des logs et des événements que vous voulez pouvoir capturer dans une plateforme Big Data, que vous allez stocker quelque part pour pouvoir faire du machine learning pour de la segmentation utilisateur. Et plutôt que de copier des logs du serveur A vers le serveur B, qui est votre serveur de data warehouse ou machine learning, on va envoyer un événement à partir de l'application A qui va être consommé par une ou plusieurs applications. Et le point qui est clé, c'est vraiment l'application A génère des événements et ne sait pas qui va les consommer et pourquoi ils vont être consommés. Et idéalement,
selon la technologie que vous allez utiliser, je peux rechercher et rejouer plein d'événements historiques. Kafka a été fait pour ça. Si vous avez probablement l'historique de Kafka autour de la partie « je génère des événements pour faire communiquer mes applications front utilisateurs de LinkedIn avec les applications back, Data Warehouse, analyse, comportement utilisateur, et je veux découpler complètement les deux. On enlève les ETL, ou on les fait de façon un peu différente. Donc il faut voir le côté pipeline, flux de data, comme un event stream, un flux constant d'événements. Si on regarde d'un point de vue très technique, ça peut être par exemple toutes les transactions que vous avez dans une base de données. Dans la présentation d'avant, on a parlé d'event sourcing, on a parlé de change data capture dans la base de données. Tout ça, ce sont des événements à chaque fois, qui ne sont pas nécessairement faciles à consommer si c'est l'API de la base de données, la transaction, on a inséré, on a modifié un champ, mais qui peuvent être transformés en un objet business, ce qu'on va essayer de faire ici. Et ce qui est intéressant de voir, c'est comparer un petit peu le côté batch et streaming. Un point qui est clé, c'est que ce soit des événements que vous publiez sur votre queue de messages à la Kafka ici. Donc vous voyez, les petits carrés sont un événement qui sont sur un topic particulier, sur une partition particulière. Et volontairement, ils ne sont pas au même intervalle de temps. Il peut y avoir plusieurs secondes entre deux événements ou à l'inverse, quelques millions de messages par seconde en fonction du besoin de l'application. Donc ça va être le côté très low latency du flow. Très rapide, une latence qui est toute petite, il y a plein d'événements qui arrivent. Mais si vous regardez vos logs, en considérant que vous avez un log par heure, c'est aussi un flux d'informations. Sauf que là, on ne le consomme pas ou on ne le stocke pas en tant qu'un flux infini, mais on a un fichier à minuit, un fichier à 1h du matin, à 2h du matin, jusqu'à 24 heures, et on recommence. La façon dont on va traiter l'information entre du streaming, le flux en temps réel, et le batch, c'est juste un point de vue sur cette information. Si on consomme directement, on est en stream, mais si on prend un batch, c'est juste, on a cadré les données et on traite un sous-ensemble, et on se limite à ce sous-ensemble. Et c'est pour ça que c'est important. Souvent, Flink, les gens vont l'identifier uniquement au streaming, c'est aussi fait pour faire du batch. On va garder ça en tête, juste pour les discussions. Ça est capable d'aller lire dans un flux de données qui est cadré. Donc, ça, c'est le côté « je déplace de la donnée », on n'a pas fait de traitement. Je déplace la donnée des données qui ont été émises, un log par une application de web, un métier qui va capturer ou des capteurs sur de l'IoT qui envoient des messages, et ils sont déplacés. Donc, le flux de data est déplacé. Le point qui est très intéressant et très important maintenant, c'est le besoin de traiter ces données au fil de l'eau, donc en temps réel. Donc, quand on regarde le traitement, il y a plusieurs approches sur la façon de développer. Le mode requête-réponse et le mode interactif qu'on va avoir sur le web ou sur une application mobile. Généralement, on ne va pas traiter des milliards d'informations. On va juste mettre à jour, requêter un sous-ensemble. Quand on a besoin de traiter des milliards d'informations, des gigas ou des teraoctets, on peut évidemment faire du batch. Avec l'inconvénient qui est, entre le moment où la donnée arrive dans le système et le moment où j'ai pris une décision ou exposé de la donnée à l'utilisateur qui a de la valeur, il peut se passer plus ou moins de temps. Ça peut être 1 heure, ça peut être 4 jours, ça peut être une semaine. Après, si c'est compatible avec le business, ça ne pose pas de problème. Mais l'idée, de plus en plus, le travail principal que moi je vois dans les plateformes Big Data et les projets que je fais, c'est de passer de plus en plus proche du streaming et du temps réel. Temps réel au sens business. La capacité à réagir le plus vite. Donc c'est le côté stream processing. Donc j'ai parlé du data stream et de l'event stream qui est le flux de données, déplacer de la donnée, filtrer, router de la donnée. Et là maintenant on va partir dans le traitement. C'est là où Flink est intéressant. Le stream processing, c'est la capacité à réagir en temps réel. C'est par exemple le temps réel, comme je le disais, ça va être lié au business. Vous êtes dans le retail, vous êtes dans un commerce, une personne paye, donne sa carte de fidélité, elle est dans une zone marchande, elle est dans un centre commercial. Il faut lui avoir envoyé un message avec des offres promotionnelles avant qu'elle sorte de la zone commerciale. Ça peut être quelques secondes ou quelques minutes, mais c'est ça le temps réel dans ce business-là. Si c'est de la détection de fraude au niveau d'un paiement, c'est au moment où j'ai rentré mes informations de carte bancaire ou passé sur un point de vente dans une machine de carte de crédit, il faut que ça soit en quelques dizaines de millisecondes. Les deux sont du temps réel, les deux ont un sens métier. Et c'est à ça que sert tout ça. Et donc le côté, je veux faire du streaming en continu,
Et malgré tout, on a toujours besoin de pouvoir faire non seulement du temps réel, mais également de l'historique. Le machine learning, la création du modèle, le calcul de données va se faire sur énormément d'informations. Le calcul du modèle principal ne se fera pas en temps réel. Appliquer le modèle pour comparer se fera en temps réel, mais le calcul se fera en mode batch. Et donc le projet Flink a été créé en 2011 pour ça, créer un nouveau système de streaming, un nouveau système de processing qui sait aussi bien faire du streaming et du batch sur du big data, c'est-à-dire sur des systèmes qui vont être distribués. Et ça, c'est un point qui est important, c'est que le rôle de Flink, c'est de faciliter le déploiement d'applications de streaming sur des systèmes qui vont être distribués avec des gros volumes d'informations. C'est un projet Apache, géré par une communauté, la communauté Apache, et il y a une société derrière qui vient des fondateurs du projet qui s'appelle Data Artisan. Et c'est un projet européen, c'est un projet qui est né à Berlin. À peu près au même moment que Spark, d'ailleurs. Donc, avant de partir sur quelques exemples, je veux juste parler de l'architecture, et après, on va partir sur les exemples et du code. Le point numéro 1, c'est que on a un runtime qu'il faut déployer pour exécuter vos applications. Ce runtime, en fait, peut travailler de différentes façons. En mode local, très utile pour le développement, c'est ce que je vais faire là, c'est-à-dire vous bossez sur une VM simple, vous déployez vos process, vous testez votre code, et ce code, sans modification, alors il faut faire attention à quelques règles parce qu'on va, quand vous allez traiter la donnée, mais ce code va être ensuite déployé en production sur un cluster qui a plusieurs nœuds. 3 nœuds, 5 nœuds, des milliers de nœuds en fonction des besoins. Et il y a plusieurs types de déploiement en cluster. Standalone, c'est uniquement des process Flink que vous gérez vous-même. Vous démarrez vous allez dire telle machine, telle machine, telle machine, il y a des process, je démarre les process et ils restent live au moment où j'ai démarré mon cluster. Et après, on peut utiliser des ressources managers pour gérer les ressources, démarrer des nouveaux process dynamiquement, à la Yarn, donc c'est le resource manager de Hadoop, ou à la Mesos, qui va permettre en fait de démarrer des nouveaux process dynamiquement en fonction des besoins de votre application, d'allocation de ressources physiques dans un cloud un cloud privé ou un cloud public. Mais derrière, autour de ça, vous pouvez rajouter tout ce qui va être container, Kubernetes, Swarm, etc. en fonction des besoins. Et il y a également des intégrations natives avec du déploiement facilité sur EC2 et sur Google Compute Engine. Donc ça, c'est la façon dont on va déployer. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser simplement la machine locale. Là-dessus tourne le moteur Flink qui va vous permettre de gérer des flux de données et de faire du travail sur des flux de données de façon distribuée. Et au-dessus de ça, vous avez les API, et notamment la partie dataset. La partie dataset, dès que vous verrez dans le code dataset, c'est pour faire du batch. Et au-dessus de ce batch, vous avez des librairies pour vous faciliter le traitement, qui sont une librairie de machine learning, une librairie de graphes. Alors ça, c'est un point qui est intéressant, c'est qu'autour du graphe, c'est vraiment le traitement de l'information qui a un réseau d'amis, un réseau de routeurs sur un réseau physique. Vous n'avez pas besoin d'avoir une base orientée graphe, il faut juste être capable de relier les points entre eux. Et le traitement sur le graphe se fera par le biais de la librairie Flink. Et de l'analyse par le biais de SQL, enrichi sur les événements que vous stockez. Donc c'est pour faire côté ETL, côté analytique, sur du batch, sur des données qui sont stockées. La partie sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui, c'est la partie streaming, data stream, qui fournit deux choses. La partie table relationnelle, on peut faire de l'analytique, du streaming analytique sur les événements, mais aussi faire du complex event processing, donc je reviendrai sur le complex event processing. Et on voit que là, avec un seul framework, qui vous permet de développer en Java et en Scala, vous allez pouvoir faire du batch, du machine learning, de l'intégration de graphes, mais également du flux, du gestion de flux en temps réel. C'est développé en Scala avec AK, le runtime de Flink. Donc je vais vous faire une première démonstration très simple, juste pour vous montrer les bases. Hop. Donc là, comme toujours, quand on fait du big data, souvent c'est le word count. Combien de mots j'ai dans une phrase, combien de mots j'ai dans un document. Comme je travaille tout en local, je ne vais pas utiliser un teraoctet de fichiers sur un cluster, je vais simplement démarrer une socket et écrire du texte dans une socket. Et comme j'ai un connecteur
Donc je démarre une socket sur laquelle je vais pouvoir rentrer du texte. Et Flink, je vais lui demander, dans son environnement, donc j'ai du code où j'ai importé, je me connecte à la socket, je lui dis, dans ton environnement, récupère un data stream, donc on est bien sur la partie streaming, qui sera du texte, des chaînes de caractères, sur tel port, telle machine, et retour chaque ligne, et tu vas traiter ça comme du texte. Après, je vais commencer à faire du processing. Mon processing, ce que je veux, ça va être, pour chaque mot que je rencontre, je crée une clé et une valeur. Chaque fois que j'ai un mot, je crée la valeur, la clé, ça sera le mot, la valeur, ça sera 1, et je renvoie ça. Et dès que je reçois l'événement, je le groupe par clé, donc chaque mot, et je rajoute. Le 0 ici, c'est juste dire que c'est la clé, c'est le premier élément du tuple, et le 1 là, c'est juste la valeur. C'est le deuxième élément du tuple. Si je regarde le code sur le tokenizer, c'est juste, je lis, je split les mots, et chaque fois que j'ai un mot, donc je crée un tuple de type string et entier, je renvoie le token, le mot, et 1, et Flink, normalement, va faire l'addition. Ou la somme. Donc je démarre. Donc là, on voit différents threads qui démarrent. C'est la façon dont Travail va distribuer si on avait des jobs plus compliqués. J'efface juste le log. Je me connecte sur la socket. Et je vais rentrer du texte. Le classique Hello World. On voit Hello 1, World 1. Et au fur et à mesure où je rajoute des mots, sur la même ligne ou pas, on va avoir à chaque fois qu'un événement est généré, et là, le système réagit à chaque fois. Donc on voit qu'il a cumulé Devox 1, il a envoyé directement, Devox 2, il a fait la somme, etc. Si je reprends Hello, il va passer à 2. Donc dans Flink, il y a une gestion d'état des différentes variables par défaut, des différents environnements. Et ça peut être stocké sur un système distribué pour la haute disponibilité. Mais là, je n'ai rien eu à gérer, à part dire connecte-toi, reçois les données, et fait une map, clé-valeur, et fait l'addition. Là, je repars sur les slides. Donc j'ai repris là, généralement j'écris en Java dans l'IDE parce que je suis un meilleur développeur, meilleur développeur Java que Scala. Mais par contre, Scala a l'avantage d'être beaucoup plus lisible sur les slides. Donc, mais c'est exactement la même logique, hein, si vous regardez. Là, pour montrer, j'ai créé une classe avec le mot, la fréquence, donc l'entier. La première, je fais dataset, ça veut dire que dans ce cas-là, je lis un fichier. Je suis en batch. Je vais écrire récupère le fichier, split par espace et fait un groupe by et fait la somme de la valeur fréquence. La même chose en bas, mais cette fois avec le data stream, je reçois depuis la socket. Bon, sauf qu'ici, je lui ai dit, je reviendrai par-dessus, je reviendrai sur les windows dans une seconde, mais je groupe par mot, et toutes les 5 secondes, tu fais la somme. Je reviendrai sur le time window par la suite. Mais c'est juste pour vous montrer qu'on a exactement la même API. Donc en fonction de la façon dont vous allez coder, vous pouvez d'ailleurs écrire le même code, faire une librairie qui traitera vos données en batch ou en streaming. Donc quand on parle de string processing, il y a une source, il y a la transformation à faire et il y a une cible ou un endroit où on va déverser de la donnée. L'écosystème de Flink, il est très riche. Il y a plein de librairies qui vont s'intégrer. Généralement, celle qu'on va utiliser beaucoup en entrée, ça va être Kafka ou MapperStream, donc l'API Kafka. Mais vous pouvez utiliser Kinesis, RabbitMQ. Bahir, ça va être tout ce qui va être MQTP, AMQP. Twitter est également un exemple qui est très intéressant, mais vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Créer vos propres sources. Alors une source JDBC, une requête, vous interrogez régulièrement, et ça devient un flux. Ce qui peut être intéressant pour transformer quelque chose qui est assez orienté batch, mais plutôt que de le pousser directement une requête sur un export, vous passez par le biais d'un stream, et après vous pouvez le traiter. Et pareil, en cible, vous allez avoir Kafka, Stream, Kinesis, RabbitMQ, mais également du stockage. Quand vous avez du traitement compliqué, si on voulait faire du machine learning sur les index, sur des mots comme ça, pour essayer de comprendre, il faut le stocker quelque part. On peut le stocker dans de l'élastique, on peut le stocker dans un système de fichiers distribué de type MapperFS ou HDFS, dans une base de données. Donc il y a plein de connecteurs et une API pour le faire. Juste pour vous montrer
un exemple avec la façon dont on consommerait du Kafka. Ben, ici, j'ai fait un data stream, mais ce data stream, il prend du Kafka sur un topic donné. De la même façon que je l'ai fait sur une socket. Et là, dès qu'il y a un événement, donc c'est un process qui va continuer de tourner. Donc, la particularité de Flink, c'est déjà il faut pouvoir gérer des états. Parce que si on veut pouvoir, soit le système s'arrête, soit faire des accumulations, etc. Donc dans Flink, il y a une gestion d'état sur laquelle on va pouvoir lire et écrire. Et l'endroit où Flink va sauver l'information va dépendre de votre environnement d'exécution. Là, je le stocke en local sur le système de fichiers. Si vous êtes sur un cluster Mapper ou Hadoop, vous utilisez le système de fichiers distribué ou une base de données pour gérer cet état. Et il va gérer qui est le master pour écrire et pour lire. Mais en plus d'être sur un flux, parce que là, on serait sur une seule machine, il faut être capable de faire ça de façon distribuée sur plein de nœuds. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a donc les points d'entrée et de lecture, vous voyez, le point de lecture, à la fin, il est unique, puisqu'en fait, on va agréger toutes les transformations, faire tout le travail, puis sauver sur le système de fichiers, la base de données ou envoyer des événements. Mais par contre, on peut lire en parallèle avec plein de consommateurs Kafka, par exemple, laisser Flink distribuer le partitionnement des données en fonction des clés pour faire le travail. Et ça se croise dans tous les sens, parce que de temps en temps, on va avoir besoin d'avoir les états intermédiaires de calcul. Les clés vont se regrouper, comme quand vous faites du MapReduce, comme quand vous faites du Spark. C'est exactement la même façon de travailler. Et par contre, pour vous, en tant que développeur, c'est transparent au niveau de l'API. Après, il faut vérifier que les données que vous avez, vous n'en copiez pas trop. Vous faut essayer de suivre ce qui se passe quand vous êtes en production. Alors, la question, c'est qui est-ce qui utilise Flink? Ben, y a pas mal de monde. Alors, c'est moins populaire aujourd'hui que Spark. Ça, c'est certain. Par contre, quand vous voulez faire du streaming temps réel, il n'y a pas photo. C'est très, 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 très intéressant. Et vous voyez quelques logos. Donc, c'est Portugal Télécom en bas à droite. Et là, c'est des gens qui avaient témoigné et qui étaient venus faire des présentations à Flink Forward, qui est la conférence de développeurs Flink, qui a lieu une fois à Berlin et une fois à San Francisco. Et on a de la chance en France, on a Bouygues Télécom, qui est un des très très gros utilisateurs en dehors des gros du web comme Zalando, etc., mais qui est un très très gros utilisateur de Flink. C'est pris d'une présentation que deux personnes de Bouygues ont fait justement à Flink Forward. Et l'idée, c'est la salle de contrôle du réseau que vous voyez derrière, là, et un zoom sur un des écrans qui va voir le nombre d'appels en ligne mobile et en ligne fixe sur une ville, etc. Et en fait, ils monitorent le réseau et l'activité sur les lignes, et ça génère 10 millions de messages par seconde. 10 millions de milliards, alors qu'est-ce que j'ai 10 milliards de messages par jour. Donc, c'est 2 Tera par jour qui sont stockés, qui sont générés, traités en temps réel, avec la possibilité de remonter des alertes. Dans la version actuelle, d'après ce que j'ai vu dans la présentation, alors je ne sais pas où ils en sont, parce que ça datait de juin, pour l'instant, c'était vraiment uniquement de l'alerting comme ça, de l'accumulation des calculs. Et ce qu'ils veulent rajouter, c'est le côté streaming analytique, pouvoir faire du SQL sur les événements en temps réel. Là, il y a 30 applications qui ont été générées, qui tournent au-dessus de Flink, et dans le stockage historisé, c'est 2 pétas. Donc, Flink est utilisé donc, en région parisienne, chez Bouygues en région parisienne, je ne sais plus où ils sont, et à Nantes. Donc, une partie intéressante sur la partie développement, c'est dans le stream, c'est vraiment comment on travaille avec la donnée. On reçoit des événements. Ce qui est compliqué, en tout cas ce qui change par rapport à la façon classique d'interroger par exemple une base de données, donne-moi une requête, récupère l'information et fait du traitement, c'est que là l'information arrive tout le temps. Comment j'organise le traitement autour de ça, comment je calcule les choses. Donc si on prend l'exemple d'un capteur, vous imaginez les gens qui passent dans le couloir toutes les 30 secondes, je compte, au début il y a 2 personnes, puis 3 personnes, puis 1 personne, puis 2 personnes, etc. Donc ça c'est à droite, c'est les premiers événements. Et à gauche, c'est les derniers événements, et le flux arrive comme ça dans l'application. Donc il y a plusieurs façons de traiter. Donc déjà, c'est de faire la somme globale. À chaque fois que j'ai un nouvel événement, j'ajoute, je fais une somme. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec les mots. Chaque fois que j'avais un nouveau mot, il rajoutait de la valeur. J'accumulais toutes les données, en tout cas je calculais sur toutes les données qui avaient déjà été faites.
Et dans beaucoup de cas, on a besoin de faire des choses un peu plus compliquées. Soit, par exemple, on veut prendre un sous-ensemble. Dans ce cas-là, c'est tous les 4 événements. Tous les 4 événements, je veux prendre les données que j'ai récupérées, je fais un calcul, je fais un process, etc. Mais ça peut être également sous une notion de temps. Je veux toutes les 30 secondes, toutes les minutes, etc. Je veux calculer ça. Donc, à chaque fois, Flink va être capable vous allez être capable de dire par le développement, je veux une window de type compter le nombre d'événements qui ont eu lieu, ou faire plutôt le nombre de secondes ou un temps qui aura lieu. Je reviendrai sur les notions de temps parce que c'est très intéressant. Mais là, on est sur une notion de tous les 4 événements, fait un calcul, récupère la somme. Mais ce qui est important aussi, c'est que dans certains cas, on veut pouvoir que ce soit glissant pour pouvoir calculer des moyennes, faire des calculs entre plusieurs choses. Donc il y a la côté, donc ça c'est le tumbling window, et il y a le côté sliding window qui va être, là je suis dans, je récupère tous les 4, mais par contre j'ai un overlap de 2, ce qui me permet de savoir ce qui s'est passé juste avant. Je peux ou pas calculer quelque chose avec, ça va dépendre de mon besoin métier. Et là vous allez pareil pouvoir ajuster l'overlap sur le temps, donc le sliding window, pour pouvoir faire vos calculs sur les données. Et quand on travaille avec des tuples, c'est important de comprendre comment le tumbling ou le sliding window va travailler, c'est par clé. Ce qu'il faut regarder, c'est en haut, la première valeur va être par exemple l'indice, le numéro du capteur, et la deuxième valeur, 3, c'est le numéro du capteur, 2, ça va être le nombre d'éléments qui ont été comptés sur ce capteur. Là, en fait, j'ai un tumbling window avec un count sur 2. Donc tous les 2 événements, je fais des calculs. Mais c'est tous les deux événements d'une clé. Ce que vous voyez, on va prendre la clé numéro 3. Vous avez 3,2 plus un événement qui arrive un peu plus tard, qui est 3,7. Donc le cumul, c'est pour la clé numéro 3. Le cumul, c'est 9. Mais vous voyez, entre-temps, il y a eu plein d'événements. D'autres capteurs qui sont arrivés. Et donc Flink va vous donner une API qui est très simple pour gérer ça. En fait. On va le faire avec quelques exemples sur du code. Donc je vais utiliser la même approche, mais au lieu de travailler maintenant sur... Je redémarre mon générateur de données. Et au lieu de travailler sur des mots, je vais avoir des tuples comme ça avec un numéro de clé, un capteur par exemple, et une valeur. Donc la façon dont j'ai choisi de coder cette chose, c'est la clé, ça va être A, la valeur, ça va être 6, et au fur et à mesure, je vais cumuler toutes les informations. Donc 6 fois 3, 18. Si je fais ça, il va cumuler... Bon, je n'ai pas démarré le bon programme. J'ai ouvert le bon programme, mais je n'ai pas démarré le bon. Je recommence. Voilà. Donc là, chaque fois que j'ai des événements, je l'affiche, je vais cumuler à l'infini. Ce qui est plus intéressant. Alors, si je fais... Comme je disais, je fais des démos, je n'ai pas testé les types. Il faut que je fasse attention à ce que je tape. A et 100. Donc là, il va cumuler les 100 sur le A, donc on aura 110, et il va prendre le B, il aura 10. Je n'ai pas mis de window là, il récupère tous les événements au fil de l'eau. Ce que je veux maintenant, c'est par exemple dire, non, ce qui m'intéresse, c'est que tu cumules par tous les 3 événements. Donc j'ai un count window, tous les 3 événements. Je redémarre mon programme. Et je démarre avec la partie fraîche là. A5, A5, A5. On aura bien 15 qui vont s'afficher. Si je fais A5, B10, j'ai rien. Et je peux rester aussi longtemps que je veux. Le process va continuer de tourner. Si vous êtes sur un cluster, les process vont tourner. S'il y en a un qui tombe, il va garder l'état, etc. Et au bout d'un moment, je vais peut-être me retrouver avec donc A5, A5, B10.
j'aurai bien A qui a généré 3. Et vous voyez là, par contre, il a calculé que les 3 depuis la dernière fois. C'est 3 par 3. Il n'y a pas d'accumulation entre les différentes... C'est pas du sliding. Je peux faire la même chose sur du temps. Time window. Time. On ne va peut-être pas attendre plusieurs jours. Toutes les 4 secondes. Là, je vais faire la même chose. Il attend 4 secondes. Et là, quel que soit l'événement, c'est-à-dire que si je fais... À chaque fois, il va générer et il va recalculer. Donc vous avez plein d'options sur la façon de gérer le temps et la façon dont vous traitez le sous-ensemble d'éléments. Il n'y a pas de... Vous voyez, d'un point de vue purement programmation, c'est relativement simple. Hein, c'est une API Fluent, je crée une map, je regroupe, j'attends ou je fais tel type d'événement et je pars. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant quand on parle de windowing et de temps, et ce qui est pareil, qui est très puissant et unique dans Flink, c'est le temps. Alors le temps est très intéressant, parce que c'est une notion, alors non seulement, là je ne parle pas du format de date, etc., mais de la façon dont on va traiter quel est le temps dans mon événement, dans mon application. En fait, il y a plusieurs temps, je reviendrai là-dessus, je vais prendre ça comme exemple. Vous avez plusieurs notions de temps, et s'il y a le temps en termes de numéro d'épisodes, c'est un temps, entre guillemets, l'event time, c'est le premier événement, c'est l'épisode 1, le deuxième événement, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et par contre, si on considère que le moment où le film a été publié, c'est le processing, bah c'est 77, 80, donc vous voyez bien qu'il y a un ordre différent entre l'événement qui est l'histoire, dans l'histoire, et l'événement qui est dans le processing, qui est la diffusion du film. Et dans la réalité, ça existe. Vous pouvez avoir un décalage. On va essayer de matcher ça sur une application. Si vous faites de l'IoT, vous avez des capteurs partout, ou le réseau Bouygues, par exemple, vous avez des capteurs partout. Ça génère des événements. Et ça, l'événement qui est là, c'est mon client a appelé, ou mon client s'est connecté, ou c'est un capteur dans une voiture qui envoie cet événement. L'événement, à un moment donné, va arriver dans la plateforme. L'arrivée dans la plateforme, ça va être le côté ingestion, l'ingestion de time. Et après, il y a le process qui va avoir lieu, qui est le moment où le code va s'exécuter pour procéder, qui est le processing time. Et en fait, selon le temps sur lequel on veut calculer quelque chose, ben, le processing time peut avoir aucune importance. Parce qu'en fait, si je fais un traitement compliqué qui est de dire je veux vérifier mon réseau téléphonique à une antenne et je vais arriver à saturation, c'est les événements qui sont générés par l'antenne ou les appels qui sont sur l'antenne. Si je dois, avant d'accepter un call, avoir plein d'événements qui sont refusés, 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 c'est l'enchaînement de 3 événements qui sont business, qui vont avoir lieu, par exemple, si j'ai 3 événements identiques refusés dans 5 secondes, j'ai mon antenne qui est saturée. Et ces événements peuvent être envoyés de façon décalée sur la plateforme. Par contre, si je me prends sur le processing time et que c'est décalé, que j'ai un événement qui arrive là, l'événement qui est généré la seconde d'après, lui, il est bloqué pour une raison de réseau, il n'y arrive pas. Je le reçois ici, bah, il y a eu 10 secondes ou 10 ou 20 secondes entre le premier événement et le deuxième événement. Si je ne suis pas capable de traiter la date et le timestamp de l'événement lui-même, je ne vois pas l'anomalie. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer. Et l'avantage de Flink, c'est que non seulement il sait le gérer, mais même quand c'est dans un ordre différent. Puisqu'en fait, ce qui peut se passer, c'est que vous allez recevoir, l'antenne va faire « je refuse le call », les deux partent sur le réseau. Le troisième, je refuse le call pour une raison X ou Y, ça ne part pas. J'accepte le call, j'accepte le call, j'accepte le call. Le jour où le réseau va reprendre, il faut que ça reprenne. Et si ça se trouve, les messages call acceptés vont arriver avant sur le serveur. Et pourtant, il faut que je sois capable de détecter cette anomalie. Donc l'event time est une partie qui est très très importante. Et là, c'est la responsabilité de l'application, dans ce cas-là, de le mettre. Et d'ailleurs, vous verrez que dans la plupart des applications IoT que vous faites, ou de gestion de système, etc., il y a toujours un timestamp que vous mettez vous-même ou que le système met, parce que c'est ça qui est intéressant quand vous commencez à vouloir faire des calculs. Et d'ailleurs, un exemple intéressant autour de ça, ça va être le complex event processing.
Alors, on va prendre un exemple. Alors, qu'est-ce que le process? Désolé. Le complex event processing, c'est d'être capable de dire quand il y a deux événements qui arrivent, je veux pour prendre une action. Mais ça, sur des événements qui arrivent au fil de l'eau, ou des événements qui n'arrivent pas. Ce qui est difficile, c'est, je vais prendre un exemple sur un élément qui n'arrive pas dans une seconde. Il faut que ce soit fait dans un moteur qui soit low latency, qui puisse consommer les messages au fil de l'eau, mais aussi qui puisse garantir que le message soit consommé qu'une seule fois. Parce que sinon, on ne peut pas recalculer les choses. Et c'est ce qui est fait au sein de Flink par le stockage. Un bon exemple, ça va être la gestion des commandes et des livraisons. Imaginez un site de e-commerce. Donc, les couleurs, c'est un client ou une commande. Et les objets vont représenter. Donc, l'enveloppe, c'est je fais une demande, je passe une commande à un site de e-commerce. La boîte, c'est j'ai préparé la commande, elle est partie au shipment, elle est partie à la livraison. Et le t-shirt, c'est elle a été livrée chez le client a reçu sa commande. Donc, ce cycle entier est un succès. Donc, comment on va gérer ces événements? Et là, je parle bien d'événements métiers. C'est j'ai une commande avec un numéro de commande, la timestamp quand on a un timestamp quand on a reçu, et un statut qui va être reçu. J'ai le côté shipment qui est j'ai fini la commande, je l'envoie dans un camion, et le dernier, ça va être j'ai le côté la livraison a eu lieu, le client a signé, et j'ai reçu, la commande est considérée comme complète. Si on regarde ce que ça veut dire des warnings dans ce cas-là, donc déjà, il faut avoir défini des SLA, il faut avoir défini une qualité de service et un niveau de service qu'on veut fournir au client. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, ce sont des événements qui peuvent ne pas avoir lieu. On va considérer qu'il faut, dans mon application, dans mon e-commerce, entre le moment où j'ai reçu la commande et le moment où je la mets dans la boîte qui part dans le camion, 1 heure. Donc là, si ça dépasse 1 heure, j'ai une alerte. Si, de la même façon, on dit dans le monde idéal, quand la commande est partie sur le logistique ou sur le messager, ça mettra 1 journée ou 2 journées maximum pour arriver chez le client. Je considère que si c'est au-dessus, il faut que je lève une alerte. En calculant et en faisant du complex event processing avec les événements, on va pouvoir faire ça. Donc je vais générer des nouveaux événements dans mon système. Le process, c'est j'ai réussi à donner la boîte au livreur, j'ai avoir un succès du process, du traitement de la commande, avec l'order ID, le timestamp et la durée, entre le moment où j'ai reçu la commande et le moment où je l'ai traitée. Une alerte si je n'ai pas réussi à traiter. J'ai un deuxième type, un troisième type ou quatrième type d'événement ici. Pareil pour la livraison, j'ai réussi ou j'ai échoué. La durée, on verra dans une seconde pourquoi je l'ai rajouté ici. Et si vous regardez de la façon dont ça se passe, c'est que si vous prenez la commande verte au début, j'ai bien reçu la commande, je l'ai bien traitée, je l'ai bien livrée. Enveloppe, boîte, t-shirt. Par contre, la commande bleue, en considérant que ça soit sur 1 heure ou une journée, la commande bleue, elle n'a toujours pas été livrée, il faut que je lève une alerte. La deuxième commande jaune-verte, je n'ai nulle part la boîte qui permet de le traiter, en tout cas pas dans le temps qui est défini. Donc pour définir ça, dans Flink, vous avez une librairie autour du complex event processing qui va être, dans un premier temps, et c'est la partie la plus importante, je veux définir ma règle, le pattern pour traiter ça, qui va être, je crée une pattern quand je reçois un événement, le nom de l'événement, ça va être reçu, et là c'est juste pour vous montrer quelques-unes des librairies, et avec un sous-type, donc la classe d'événement, c'est une commande. J'ai reçu la commande pour être certain que c'est bien reçu et non pas livré ou reçu un autre type de chose. Et si c'est suivi par shippé, donc je l'ai donné, elle a été taguée et mise dans le camion, dans moins d'1 heure, dans l'heure. Vous voyez, donc je reçois un premier événement, c'est une règle, de type commande reçue, suivi d'un commande de type shippé, et ça dans 1 heure, et ça me donne une règle de gestion qui va être oui ou non. Je la mets en place dans mon contexte de complex event processing. Donc, je vais grouper par commande et je vais appliquer le pattern qui est au-dessus. Et après, il faut exécuter la règle. Et là, on va utiliser de nouveau un data stream qui va émettre
soit des warnings, des process warnings, soit des process success. Et là, vous voyez, j'ai un select statement, alors select, un ordre select, avec le premier qui est lorsqu'il y a un timeout. Et donc tout à l'heure, quand je disais il n'y a pas d'événements qui vont avoir lieu, là c'est effectivement, en fait, c'est un timeout. C'est je n'ai pas livré, pardon, je n'ai pas donné la boîte, je n'ai pas traité la commande et je n'ai pas donné la boîte au camion. Donc là, je vais avoir à un instant T le processing warning, voilà l'événement qui a généré. Donc je génère un événement de type warning. Et au contraire, si c'est un succès, je vais calculer un timestamp par rapport à la fonction que j'ai reçue. Pourquoi là j'ai mis des timestamps entre les différents événements, reçus et shippés, et après ça serait shippé et livré. C'est pour permettre en fait de commencer à faire dans tout ce qu'on a de l'analytique dessus. De la même façon, en utilisant certaines fonctions, on va pouvoir, puisque j'émets des événements, là je vais émettre des warnings, donne-moi tous les événements qui vont, 2 alertes d'affilée, 3 alertes d'affilée dans un instant, dans une période donnée. Donc on va commencer à pouvoir faire des traitements qui sont plus enrichis en utilisant exactement les mêmes librairies. Et de la même façon, on peut faire de l'analytique. Là, j'ai représenté, parce que il faudrait que j'écrive le code maintenant. C'est la partie pouvoir calculer pour chaque étape entre la réception et le process, entre le process et la livraison ou le côté global. Je donne un temps, je fais des calculs. Je suis capable de calculer le temps entre différents événements. Ça va me donner quelle est la durée moyenne du traitement d'une commande, quelle est la durée moyenne de la livraison d'une commande. Et ça, avec le côté SQL de Flink, on peut faire de l'analytique en temps réel, le streaming analytique, et renvoyer des résultats qui sont eux-mêmes des événements. Donc on a énormément de possibilités autour du traitement de l'information. Donc, c'est le point qui est intéressant, c'est de pouvoir traiter les données en temps réel et en batch. Je vous ai montré brièvement un exemple autour du complex event processing qui est très intéressant à mettre en place. C'est très facile à mettre en place. Le code est vraiment simple à écrire. Il y a plein d'autres choses que je n'ai pas traitées, notamment comment on déploie, comment on met en place un cluster, la sécurité, quel type de données on va manipuler, les requêtes autour de l'API. On pourrait parler du graph, on pourrait du machine learning. Il y a énormément de librairies. Là, je voulais juste vous donner une introduction rapide sur l'API pour manipuler un stream et les concepts de time window, de window et du streaming. Vous avez à disposition, il y a plein de ressources évidemment sur le site de Flink, mais il y a également un petit bouquin de 50, il est en PDF, donc vous n'avez pas besoin de l'imprimer, mais très rapide à lire, c'est 50-60 pages en fait. Sur le site de Mapper, sur Mapper eBook, vous avez plein de petits bouquins comme ça qui sont intéressants à lire, et notamment un qui a été fait avec un des créateurs de Flink. Juste pour information, pour l'anecdote, si vous regardez la queue de l'écureuil Flink, c'est les couleurs du projet Apache. Et je tiens à remercier les gens, parce que je me suis fait aider beaucoup de la communauté Flink, et notamment des personnes de Data Artisan, qui est la société qui, comme je le disais, qui a créé et qui manage Flink. Donc si vous avez, on a 2 minutes de questions.